Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média, diffusée en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur lemediatv.fr, tous les jours de lundi à jeudi à 19h. Et comme tous les soirs, tous les mardis soirs précisément, nous nous retrouvons pour la chronique de Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public, également auteur de multiples ouvrages dont l'État droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. Bélir Nabli nous livre son expertise une fois par semaine sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l'actualité. Et pour la première partie de cette émission, Bélir et moi sommes accompagnés par Adel Bakawan, directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, ESMINA, et chercheur également associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Avec lui, on va parler de la Syrie qui se trouve sur la corde raide avec des violences à répétition depuis le début du mois de mars, des affrontements entre fidèles du président déchu Bachar el-Assad et forces de sécurité qui menacent d'embraser la Syrie. Les violences se concentrent sur le littoral syrien, bastion de la minorité alawite, une branche de l'islam chiite dont est issu l'ex-président. Plus de 1300 personnes sont mortes dans ce conflit. Sur ces images authentifiées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dizaines de corps entassés dans la région de Latakia en Syrie. Selon l'OSDH, des centaines de civils issus de la minorité alawite ont été exécutés, minorité dont est issu le clan Assad. Des rapports font état de massacres généralisés le long de la côte syrienne, avec des estimations faisant état de plus de 740 morts. Le bilan réel pourrait dépasser le millier d'Alaouites tués, tous exécutés à bout portant. Nous avons renversé le régime d'Assad pour mettre fin à la violence sectaire en Syrie, pas pour assister à son retour. Depuis jeudi dernier, les forces de sécurité syriennes et des groupes alliés sont engagés dans des combats meurtriers avec des fidèles du dirigeant déchu Bachar el-Assad. Le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, a appelé vendredi soir les insurgés alaouites à déposer les armes. Nous continuerons à œuvrer au monopole des armes entre les mains de l'État. Il n'y aura pas d'armes incontrôlées en Syrie. Quiconque prendra la vie de civils non armés devra rendre des comptes. Alors, faut-il craindre le pire pour la Syrie et pour ce Moyen-Orient déjà durement marqué par 15 mois de frappes israéliennes sur Gaza? Après plus de 13 ans de guerre civile, la Syrie inquiète alors que la présence de multiples factions armées aux allégeances diverses rend difficile le contrôle de l'ensemble du territoire dans un pays multiconfessionnel et également multiethnique, placé sous la tutelle d'un ancien combattant, je le rappelle, d'Al-Qaïda puis de l'État islamique et adoubé par la communauté internationale. C'est le premier sujet de cette émission. Bonsoir Bélir. Bonsoir Adel Bakawan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La présidence syrienne a annoncé lundi soir un accord avec Mazloum Abdi, qui est donc le commandant des forces démocratiques syriennes, les FDS, dominé par des Kurdes, pour intégrer donc les Kurdes, ces forces kurdes dans les institutions autonomes au sein de l'État. C'est un accord salué par la diplomatie française qui dit qu'elle constitue une étape positive vers une solution négociée et pacifique pour l'unification de la Syrie et l'intégration des Kurdes dont nous parlions. C'est un accord historique qui pourrait apaiser les tensions, Adel Bakawan? Non, ce n'est absolument pas un cas historique. C'est un cas important. C'est un premier pas important vers la normalisation, vers la réconciliation, vers bien évidemment l'unification du pays. On dit vers, c'est-à-dire quoi? Vers, c'est-à-dire le pays n'est pas encore unifié, le pays n'est pas encore pacifié, le pays n'est pas encore normalisé. Déjà, vous avez 54 ans de la dictature de la famille d'Assad, Hafez le père, Bachar, le fils. Ils ont transformé le pays en une grande prison, bien évidemment, pour tous les Syriens.
Et pendant 13 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2024, le pays était dans une guerre civile totale. Et quand je dis une guerre civile totale, vraiment, ça ne ressemble même pas au cas libyen, yéménite, soudanais, irakien, libanais. C'est vraiment un des pays du printemps arabe qui est passé par la pire des hypothèses de la guerre civile. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sur une population de 24 millions d'habitants, vous avez 7 millions immigrés qui ont quitté le pays. Vous avez 8 millions déplacés à l'intérieur du pays. Vous avez 80% de la population en dessous du seuil de la pauvreté. Et vous avez le territoire divisé entre l'ouest, l'est, le nord et le sud. Au nord, vous avez déjà la Turquie qui occupe une partie du territoire. Au sud, vous avez Israël qui occupe une partie du territoire. Vous avez dans le nord-est les FDS qui gèrent 25% du territoire syrien. Autrement dit, le nouveau pouvoir de Ahmad al-Shara, l'ancien Jolani, Abu Mohamed al-Jolani, ne gère qu'une partie du territoire syrien. Autrement dit, cet accord est important. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'accord entre les deux hommes les plus forts dans la Syrie actuelle. Mazloum Kobani qui gère 125 000 combattants et Ahmad al-Shara qui est le président par intérim de la République syrienne. C'est un pas important vers la normalisation, mais ce n'est pas un accord historique. Un accord historique, c'est quoi? C'est trouver une formule avec laquelle on gère le pays. Or, le pays, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas trouvé sa formule, c'est-à-dire n'a pas trouvé son référentiel, c'est-à-dire n'a pas trouvé son contrat social et politique entre toutes ces composantes aujourd'hui fracturées, supposées de reconstruire la Syrie de demain. Bélir, on a tout de même l'impression que cette Syrie a du mal à se sortir du cycle de la violence et que c'est une poudrière presque sans fin. Comment l'expliques-tu? Difficile de basculer de la guerre civile ou d'une situation de guerre civile à un État pacifié. Donc, c'est pas très surprenant en réalité, même si c'est dramatique ce qui s'est passé ces derniers jours. Deuxièmement, en fait, là où il y a une dimension dramatique au sens historique du terme, c'est que la Syrie joue son existence. C'est ça qui se joue. C'est le présent et l'avenir de la Syrie comme État souverain. Et à travers ce qui a été rappelé, on voit bien que la Syrie comme État souverain, eh bien, c'est un postulat qui n'est pas encore réalisé ni du point de vue interne, ni du point de vue international, même si le président intérimaire a fait une certaine démonstration de force sur le front diplomatique à travers sa capacité à avoir été adoubé d'une certaine manière par la communauté internationale, en tous les cas, d'avoir enclenché une dynamique de normalisation et de reconnaissance finalement de son pouvoir sur le plan international, y compris du point de vue occidental. Reste en vérité peut-être son défi le principal, ce qui peut surprendre a priori, c'est-à-dire le défi interne. Et effectivement, l'équation syrienne est particulièrement difficile parce qu'au-delà d'une réalité, j'allais dire, socio-politique qui dépasse la situation présente et qui renvoie à cette réalité de la Syrie qui est une mosaïque, qui est une société pas forcément fragmentée, mais en tous les cas composite du point de vue ethnique, du point de vue religieux, etc. Eh bien, en plus, on a des éléments supplémentaires qui complexifient un peu plus l'équation, notamment le fait que le monopole de la violence ne soit pas garanti aujourd'hui aux mains du président et des forces qui lui sont attachées. Je veux dire par là que, de manière plus concrète, le pays reste quand même caractérisé par une forme de militarisation. Les armes circulent encore. Il y a encore des groupes armés qui n'ont pas encore admis d'une certaine manière le basculement vers un processus de pacification au sein du pays. Et c'est ça aussi qui nourrit à la fois la tension et l'instabilité, à la fois politique mais aussi, j'allais dire, sociale. Adel Bakawan, on avait observé un optimisme assez
démesurée, on va dire, de la part de la communauté internationale après la chute de Bachar el-Assad. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter d'une bascule radicale de ce régime? Parce qu'on voit bien qu'il y a une stratégie aussi de vengeance vis-à-vis des personnes qui étaient proches de l'ancien régime. Est-ce que la Syrie peut basculer? Écoutez, quand vous assistez à la fin d'un dictateur comme Bachar el-Assad qui a massacré le peuple dans son intégralité, et vous êtes un acteur diplomatique français, américain, allemand, vous ne pouvez pas faire que manifester votre joie. Hein. Et donc, je faisais partie des observateurs, des analystes, des spécialistes du Moyen-Orient qui ont exprimé leur joie pour le départ d'une gouvernance qualifiée par un de nos collègues comme la barbarie. C'est vraiment la barbarie. Les deux gouverneurs du Moyen-Orient, l'Irak de Saddam Hussein et la Syrie de Bachar el-Assad, sont marqués à jamais comme... ils ont forgé l'identité d'un totalitarisme tellement profond. Après leur départ, c'est le vide total. Est-ce que j'hésite, par exemple, à employer le mot une société fracturée? Absolument pas. Moi, je viens du Moyen-Orient, j'ai passé 25 ans de ma vie au Moyen-Orient, de société en société. Je retourne régulièrement dans toutes ces sociétés moyen-orientales. Je dialogue tous les jours, je fais le travail du terrain avec les Syriens, avec les Irakiens, avec les Libanais, avec les Yéménites, avec les Saoudiens. Pour la Syrie, il n'y a jamais eu des élites qui pourraient porter le projet d'un État-nation en Syrie. Tout ce qu'on avait, par exemple, pendant les années 40, 50, 60, 70, avant l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir, c'est-à-dire le parti Baas, etc., on parlait de la nation arabe, de la Umma al-Arabiya. On voulait absolument fonder un État arabe unifié sur l'ensemble du territoire arabe du Maroc jusqu'à l'Égypte. Et c'est au nom du nationalisme arabe qu'on a mis en place, par exemple, un État unifié entre l'Égypte, la Syrie, le Yémen, etc., que ça n'a pas marché. Autrement dit, il n'y avait pas le projet national syrien, le projet de fonder un État-nation, une nation syrienne. Et donc, ça, c'était jusqu'à l'arrivée de Hafez al-Assad. Et lorsque Hafez al-Assad arrive avec le parti Baas, il était par la violence, dans la violence, avec la violence, en train de détruire toutes les composantes de la société syrienne, toutes les composantes qui avaient la possibilité ou qui pouvaient dire non ou manifester le minimum de dissidence par rapport à... Et une fois Bachar el-Assad quitte le pouvoir, c'est-à-dire la famille Assad, le système Assad quitte le pouvoir, derrière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas une société syrienne, on n'a pas une nation syrienne, on n'a pas des territoires unifiés syriens, on n'a pas des frontières, on n'a pas la violence aux mains de l'État, c'est-à-dire le monopole de la violence. Et c'est l'alphabet d'avoir un État normal. Dans un État normal, l'alphabet, c'est que cet État a le monopole de la violence. Aujourd'hui, l'État syrien a tout sauf le monopole de la violence. Alors donc, autrement dit, hélas, aujourd'hui, derrière Bachar el-Assad, on a une société fracturée, on a des territoires divisés, on a des composantes qui cherchent une place au sein de cette nouvelle série, et que malheureusement, Ahmed al-Shara, ancien Al-Qaïda, devenu Daesh, redevenu Al-Qaïda, pour le quitter en 2017 avec une rupture avec le djihad international,
à l'échelle idéologique et à l'échelle organisationnelle, quitter Al-Qaïda pour se renationaliser, c'est-à-dire le djihad à l'échelle nationale. Le djihad, il n'a jamais abandonné l'idéologie djihadiste, mais il est juste passé du paradigme internationaliste au paradigme national. Donc c'est rien. Alors je voulais juste dire et finir avec cette phrase. Aujourd'hui, depuis le 8 décembre 2024, Ahmed Char gère le pays. Il a formé 2 gouvernements. Il a mis en place une commission pour rédiger la Constitution et il a organisé le Congrès national. Pendant les 4 processus en cours, il n'a jamais inclus les représentants des communautés en Syrie. Il traite les Syriens exactement avec le même paradigme de Bachar al-Assad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je travaille avec un citoyen sans reconnaître l'expression collective d'une communauté. Or, aujourd'hui, vous avez des communautés, vous n'avez pas une société syrienne, mais vous avez des communautés structurées. Par exemple, vous avez la communauté druze, vous avez la communauté alawite, vous avez la communauté ismaélienne, vous avez la communauté chrétienne, vous avez la communauté kurde, etc., etc. On a à peu près 17 communautés. Alors, si vous refusez à prendre en compte la présence collective et l'expression collective de ces communautés, c'est-à-dire vous faites l'abstraction d'une réalité concrète. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, absolument pas. Je dirais, vous faites l'abstraction totale d'une réalité qui s'impose à vous. Bélir, c'était une erreur de la part de la communauté internationale, les Occidentaux, pour les citer, précisément d'adouber ce sauveur, en quelque sorte, qui venait nous débarrasser débarrasser les Syriens de Bachar el-Assad, mais en apportant derrière lui aussi un passé difficile à assumer. Alors, du point de vue occidental, c'est clair qu'il y a une forme de contradiction qui a été assumée, mais qui, je pense, s'explique par ce que représentait, d'un point de vue géopolitique, le régime de Bachar el-Assad, qui était vraiment l'ancrage, ou qui permettait de constituer l'ancrage de la Russie dans cette région du Moyen-Orient. Et à partir du moment où la chute du régime d'al-Assad constituait une source d'affaiblissement de la Russie, ils y ont vu un élément positif qui a permis d'ouvrir une brèche qui a ouvert derrière une dynamique plutôt favorable à la reconnaissance et à la normalisation des relations avec ce nouveau pouvoir. Mais rien n'est acquis, ils se sont engagés à entretenir un début de relation et de normalisation, mais tout le monde est un peu dans l'expectative. Non, moi, ce que je trouve intéressant du point de vue de la situation proprement syrienne, c'est qu'il y a effectivement cette équation complexe entre, d'un côté, malgré tout, la volonté de constituer un État-nation. Et je pense que la nation syrienne, naturellement, existe. D'ailleurs, il y a même un sentiment nationaliste qui s'explique notamment par le basculement, à un moment donné, du panarabisme au nationalisme, notamment sous l'influence et sous l'impulsion du parti Baas. Mais que ce sentiment national, il ne se réduit pas à la figure du régime al-Assad, il perdure encore aujourd'hui, mais que précisément, il a notamment pour caractéristique une réalité qui, elle, se conjugue au pluriel. Et ça, c'est l'une des caractéristiques à la fois, d'abord et avant tout du régime al-Assad, qui n'a pas su conjuguer l'unité et le nationalisme syrien qu'il voulait incarner, et de l'autre, la réalité du pluralisme syrien précisément, qu'il soit communautaire, confessionnel ou autre. Et aujourd'hui, précisément, cette équation, nouveau pouvoir en place, il est confronté à la même donne, et force est de reconnaître qu'il ne maîtrise pas encore les éléments de cette équation, parce qu'ils sont particulièrement complexes et que le rapport de force n'est pas du tout, ou les équilibres ne sont pas du tout les mêmes. Sous al-Assad, c'était très simple. Il y avait une équation un peu baroque où finalement c'est une minorité communautaire et confessionnelle qui se retrouvait incarnée au sommet du pouvoir. Aujourd'hui, on bascule dans une configuration inversée, mais qui ne doit pas précisément être synonyme d'une tyrannie de la majorité,
majorité sunnite, parce que sinon, ce serait l'échec précisément de la transition qui a été enclenchée. Et c'est en cela que, effectivement, les massacres qui ont eu lieu ces derniers jours doivent mettre en alerte à la fois la communauté internationale, mais le pouvoir central également. Alors, en tout cas, il y a eu énormément de réactions, dont celle du ministre français des Affaires étrangères qui était un peu moins optimiste qu'il y a quelques semaines lors de l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara. On l'écoute. Ceux qui ont une responsabilité dans ces massacres devront être jugés et devront être punis, tenus responsables de leurs crimes. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la France, aujourd'hui, pour arrêter le massacre des populations civiles ? La France a exprimé ses attentes, celles que la transition politique amorcée en Syrie donne toute leur place à l'ensemble des Syriennes et des Syriens dans une citoyenneté retrouvée et unifiée et dans un pays pacifié, débarrassé de la violence et débarrassé du terrorisme. Bélir, une réaction plutôt ferme de la part de Jean-Noël Barrot. Oui, ferme et plutôt avec des termes aussi raisonnables. D'ailleurs, guidé par le droit international. Et on retrouve là finalement une tradition diplomatique française qu'on commençait à perdre de vue malgré tout. Et d'ailleurs, cette réaction ferme, comme tu l'as dit, est fondée sur le droit international en particulier, tranche, contraste avec les propos et les commentaires qui peuvent accompagner des crimes de guerre et des crimes d'autres natures, puisqu'on parle de génocide également à Gaza, qui là, pour le coup, ne sont pas accompagnés des mêmes qualificatifs et de la même tonalité du point de vue de la condamnation. C'est en ce sens aussi que ce type de prise de position, aussi rationnelle, aussi fondée soit-elle, eh bien, à cause du précédent que représente Gaza, affaiblit malgré tout ce type de position et sape la crédibilité internationale des Occidentaux en général et de la France en particulier. On reparlera de Gaza, mais je voudrais vous demander, Adèle, à qui profiterait en fait ce désordre sécuritaire en Syrie. On sait que Israël occupe actuellement une partie du territoire syrien et que Israël clairement affiche l'objectif d'élargir ce protectorat dans la région située au sud de Damas. Est-ce que Israël est à l'affût pour pouvoir profiter de ce désordre sécuritaire ? Je vais vous répondre, mais juste deux petites remarques. La première remarque, mais vous avez absolument raison, en Syrie, il y a des acteurs qui vous parlent du nationalisme syrien, absolument, comme en Irak, comme au Liban, au Yémen, en Libye, dans d'autres pays arabes, du Moyen-Orient. Le problème n'est pas ce discours, ce récit, cette narration sur le nationalisme. Parce qu'en fait, lorsqu'on vous parle à l'époque de Bachar al-Assad et même Hafez al-Assad, la Syrie se mettait en scène comme un État-nation, le développeur, le bâtisseur du nationalisme syrien, etc. Le problème n'est pas là, n'est pas dans les discours, n'est pas dans la narration. Le problème, c'est dans le comment, dans la méthode et dans la construction, dans les contenus qu'on donne à ces discours. Je voulais dire, hélas, lorsque une communauté, une minorité, une composante arrive au pouvoir au Moyen-Orient, notamment en Syrie, on peut parler de l'Irak aussi, c'est que le nationalisme irakien, le nationalisme syrien est forgé dans l'imaginaire collectif de cette communauté. Autrement dit, le nationalisme syrien n'est pas la conséquence des discussions, des dialogues intercommunautaires, intercomposantes de la société, n'est pas le fruit des échanges, n'est pas le fruit d'un consensus, d'un accord, n'est pas forgé autant que référentiel. Il est imposé autant que le logiciel d'une composante aux autres. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, les chiites irakiens, lorsqu'ils vous parlent du nationalisme irakien, il vous impose un ensemble du symbolisme et si vous n'acceptez pas, vous n'êtes pas irakien, vous appartenez pas à ce nationalisme. Par exemple, vous avez des sunnites en Irak qui ne considèrent pas Ayatollah Sistani comme leur marja'iyya,
comme leur référence religieuse. Et ben pour le nationalisme irakien version chiite, lorsque vous ne considérez pas Ayatollah Sistani comme votre référence, le sommet, comme votre pape, et ben vous appartenez pas à ce nationalisme irakien. Pareil pour Bachar al-Assad lorsqu'il était au pouvoir. Aujourd'hui, on a par exemple Jolani au pouvoir. Jolani, c'est la représentation, on le prend comme une représentation de la conscience ou de l'imaginaire collectif des sunnites. Et si Jolani, Ahmad al-Shara, nouveau Ahmad al-Shara, tente, on n'est pas encore là parce que l'État est en cours de construction. On est très, très, très loin de la reconstruction de l'État, de la société. S'il essaye, s'il tente d'imposer son référentiel sunnite aux Alawites, aux Ismaéliens, aux Kurdes, aux Druzes, il n'y aura jamais un nationalisme syrien. À travers ce siècle, du XXe siècle, on a toujours tenté d'imposer ça. C'est pourquoi aujourd'hui, hélas, le résultat, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas... On a un nationalisme saoudien. On a un nationalisme imirien, qatari même. J'étais au Qatar, j'ai bien observé la naissance d'un nationalisme qatari. Mais malheureusement, ni en Irak, ni au Liban, ni en Syrie, nous n'avons pas encore ce nationalisme, un vrai nationalisme, autant que référentiel. Par exemple, un Kurde, être fier qu'il est syrien. Un Druze, être fier. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît certains symboles de sa communauté, de son histoire, de son imaginaire. Ça, c'est la première. La deuxième remarque par rapport à la position française. Vous savez, la France est le seul et unique pays européen et même occidentaux qui a invité Ahmad Shara officiellement ici à Paris, en Europe. L'invitation est là. L'invitation est ouverte. Pourquoi? Parce que tout simplement, la France ne souhaite pas laisser ce champ vide, laissé par l'Iran, la République islamique d'Iran, par le Hezbollah, mais aussi par la Russie, d'être occupé totalement par la Turquie au nord et Israël dans le sud. Mais aussi, la France a des soucis des djihadistes. Il y a des milliers de djihadistes internationalistes, français, allemands, américains, italiens, belges, etc., qui se trouvent dans les prisons en Syrie, notamment chez FDS. Il y a aussi, bien évidemment, des impératifs géopolitiques. La France souhaite accompagner Ahmad Shara, accompagner dans sa normalisation. Seulement, lorsque l'invitation a été lancée, on n'était pas encore dans la situation d'un massacre collectif des Alawites. Il y a eu quand même 1300 morts à peu près. Et sur 1300, une grande majorité, ce sont des enfants, des femmes, des personnes âgées, des civils qui n'ont absolument rien à voir avec ce groupe qui a déclaré la révolte contre la nouvelle Syrie d'Ahmad Shara. Et je pense personnellement, la communauté internationale a pris une douche ultra froide par rapport à sa position, son système relationnel, ses interactions avec Ahmad Shara. Bélir, c'est Israël et la Turquie qui profiteront en quelque sorte de la situation finalement? En tout cas, ils profitent du désordre interne syrien et en même temps, ils le nourrissent. Donc s'ils le nourrissent, c'est qu'ils y ont intérêt, en vérité. Mais pour continuer cet échange, je rappellerai aussi que si la France se sent une responsabilité particulière par rapport à la Syrie, c'est aussi par rapport à une histoire particulière, puisque c'était l'ancienne puissance mandataire et qui aujourd'hui anime encore l'esprit des élites françaises, alors tout particulièrement vis-à-vis du Liban, mais également vis-à-vis de la Syrie, dont la partition en deux États distincts procède d'une décision française. Et deuxième aspect, sur le fait qu'un groupe impose finalement aux autres sa représentation, sa conception de la nation, en fait, c'est pas si exceptionnel. C'est même presque la loi du genre. Regardez le cas français. En France, la définition de la nation, elle n'est pas tombée du ciel, ou elle n'a pas été construite, ou elle n'est pas le produit d'une œuvre collective. C'est l'État, donc des élites bureaucratiques et politiques qui ont créé la nation française, qui l'ont conçue avec des relais intellectuels comme Ernest Renan. Mais à la base, la France est complètement fragmentée. C'est pas une nation. Et le sentiment national, lui, va être créé, impulsé, nourri par les institutions de l'État et pensé par des élites politiques, bureaucratiques et intellectuelles. Mais à la base,
Il n'y a rien de commun entre un Corse et un Breton. Ils ne parlent même pas la même langue, vous imaginez. Il a fallu imposer la langue française comme langue unique sur le territoire national. Tout ça grâce ou à cause, ça dépend des points de vue, d'une impulsion centrale ou d'un pouvoir central extrêmement fort qui va imposer à la fois sa définition de la nation et une représentation de la nation. Oui, jusqu'au-delà de la Méditerranée. Mais vous avez, vous avez Ouais. absolument raison. Juste une petite nuance. La France, la nation française ne représente pas une ethnie contre les autres ethnies, une communauté contre les autres communautés. La nation française est une nation politique, n'est-ce pas? Est un projet politique. Vous êtes d'origine sénégalaise, irakienne, américaine, vous venez en France, vous appartenez à cette nation en tant que projet politique. Je parlais de l'histoire de la construction de la nation. Et même cette construction nationale et d'une nation ne se fait pas à partir d'une base ethnique, à partir d'un principe religieux ou à partir d'une confession. Non, c'est un projet politique, n'est-ce pas, imposé à tout le monde. Et c'est un projet qui est dans l'inclusion et non pas l'exclusion. Numéro 1. Numéro 2, peut-être, on peut là aussi, ce qui a fonctionné dans une ère culturelle ne se généralise pas forcément ailleurs. Regardez par exemple, nous avons l'exemple belge, l'exemple suisse, l'exemple canadien, n'est-ce pas? On a un ensemble de modèles qui n'ont absolument rien à voir avec le modèle français. Moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelques données factuelles. La donnée factuelle, c'est que depuis un siècle, on est dans cet espace moyen-oriental. On tente de former des États-nations et on ne réussit pas. Un siècle plus tard, c'est exactement le titre de mon livre qui est sorti, pardonnez-moi pour la publicité, en 2021. C'était l'anniversaire de l'État irakien. L'Irak a été fondé le 23 août 1921 par Percy Cox, le Britannique. Et en août, justement le 23 août 2021, mon livre est sorti intitulé « Un siècle de faillite ». Pourquoi un siècle de faillite? Parce qu'on n'a jamais réussi à mettre en place en un siècle cet État national et fabriquer cette nation irakienne. Pareil pour la Syrie aussi, parce que tout simplement, ce qui a fonctionné peut-être en France ne fonctionne pas en Irak ou en Syrie. Et peut-être il est temps que les Irakiens, les Syriens pensent à d'autres modèles. L'État-nation n'est pas le seul modèle. La nation syrienne, la nation irakienne n'est pas le seul modèle. Peut-être on pourra, par exemple, se chercher à la plus grande réussite suisse qui s'appelle la gestion de la diversité en Suisse, n'est-ce pas? La gestion de la diversité tellement réussi à transformer ce pays, à transformer la diversité du pays en une source de stabilisation, n'est-ce pas, de sécurisation, mais aussi d'un grand développement économique, d'une grande démocratie. Hélas, en Syrie, nous n'avons jamais trouvé la formule pour gérer cette grande diversité syrienne. C'est pourquoi la diversité est perçue comme une menace et non pas comme une source de richesse. Oui, j'allais dire réponse et on passe à la prochaine question. Oui, allez. Oui. Je ne pense pas que c'est... Enfin, même si effectivement la transposition, l'exportation du concept de nation qui est né en Europe vers d'autres cieux, notamment à travers les canaux de l'impérialisme ou de la colonisation, a échoué dans un certain nombre à travers un certain nombre d'expériences au Moyen-Orient, mais pas seulement, y compris en Afrique également. Parce que ça ne correspondait pas à la réalité socio-ethnique ou socio-religieuse de ces entités. Mais j'ai l'impression que le vrai enjeu, derrière la question de la mosaïque culturelle, confessionnelle, etc., c'est vraiment la question du pouvoir. J'ai l'impression que là, pourquoi ça a échoué essentiellement? Non pas parce qu'il y a eu la volonté d'imposer une nation, mais surtout parce qu'on a voulu l'imposer à travers un pouvoir central, où tout complètement concentré, hypertrophié. Et derrière, bien sûr qu'il y a une vision plus qu'unitaire. Tout est réduit à un. Le pouvoir est concentré dans une personne, un dictateur. Et à partir de là, bien sûr que ce pouvoir a du mal à conjuguer avec le pluriel de la réalité des différentes sociétés qu'on vient d'évoquer. Ce qui est vrai au Moyen-Orient est vrai en Afrique, jusqu'à récemment pour un certain nombre d'États, en tous les cas. Donc, c'est la question du pouvoir.
Et peut-être que tout simplement, le défi pour toutes ces sociétés, c'est de dépasser tout simplement la vision d'un pouvoir centralisé. Alors, et pendant ce temps, la situation à Gaza est toujours aussi fragile malgré la trêve donc, qui est entrée en vigueur le 19 janvier dernier. Des bombardements israéliens continuent sur Gaza. 4 personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne hier. Une information confirmée par la défense civile du territoire palestinien. Adel Bakawan, est-ce qu'on est parti pour cette région, est-ce qu'on est reparti pour plusieurs années d'instabilité, sachant que Donald Trump a des propos assez menaçants vis-à-vis de Gaza? Est-ce que vous êtes inquiet pour cette région? Écoutez, cette région n'a jamais été stable. Depuis la fondation des États au Moyen-Orient, le Moyen-Orient n'a jamais connu la stabilité, la sécurité et même pas le développement économique. Et je pense personnellement, certes, la communauté internationale, tous les jours, produit une grande quantité de discours et de récits sur la stabilisation du Moyen-Orient. Et c'est vrai aussi, je ne mets pas en doute leur volonté. Hein. Mais par contre, je suis persuadé, tant que nous n'avons pas réglé 2 questions majeures au Moyen-Orient, ce Moyen-Orient ne sera jamais sécurisé, stabilisé et développé. À savoir la question palestinienne et la question kurde. Dans cet espace moyen-oriental, les Palestiniens et Kurdes, ensemble, forment à peu près 60 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont un peu dispersés un peu partout, en Turquie, en Iran, en Syrie, en Irak, en Israël, en Jordanie, un peu partout. Comment vous pouvez transformer le Moyen-Orient en un espace sécurisé et stabilisé tout en laissant 60 millions d'individus sans une solution politique? Alors c'est pourquoi, sans un État palestinien au Moyen-Orient, sans un État kurde au Moyen-Orient, il est peu probable qu'on règle ce problème. Numéro 1. Numéro 2, aujourd'hui, ça c'est à l'échelle perspective, là. Mais ce qui se passe actuellement pour moi à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, c'est la montée en puissance d'un autre processus qui pourrait vraiment faire peur aux Palestiniens. À savoir, de 48 à 70, la question palestinienne n'existait pas. Il n'y avait pas une question palestinienne, il y avait une question arabe. Et cette question arabe n'était pas gérée par les Palestiniens, mais par le nationalisme arabe. C'était les cadres dirigeants du nationalisme arabe qui étaient en conflit avec Israël. Et non pas uniquement les Palestiniens. Les Palestiniens étaient inclus, étaient intégrés dans ce nationalisme arabe. Par exemple, c'était Jamal Abdel Nasser qui organisait, qui gérait la conflictualité avec Israël. On se souvient tous comment l'Irak, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie ont attaqué ensemble Israël, n'est-ce pas? Et non pas les organisations palestiniennes. C'était des États qui attaquaient, des armées régulières qui attaquaient Israël. Mais après, on est passé de l'arabisation de la question palestinienne à la palestinisation de la question palestinienne, à partir des années 60, notamment après la disparition de Jamal Abdel Nasser. Autrement dit, les États arabes se désengageaient par rapport à la question palestinienne, ils prenaient de la distance avec la question palestinienne, surtout après la normalisation entre l'Égypte et Israël en 1979, suivie par la normalisation entre la Jordanie et Israël. Et donc, on a vécu cette longue période dans la palestinisation de la question palestinienne, de la lutte palestinienne, etc., jusqu'à récemment, jusqu'à le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est un moment de rupture, c'est un moment majeur. Là, on peut parler d'un moment historique. Là, c'est vraiment un moment historique. Pourquoi? Parce qu'on assiste à la reformulation, de la recomposition, la refondation du Moyen-Orient. Une des refondations de ce Moyen-Orient, c'est le passage de la palestinisation, de la lutte palestinienne, à l'arabisation ou la réarabisation de la question palestinienne. Et auparavant, bien évidemment, l'arabisation de la question palestinienne était contre la communauté internationale, notamment contre les États-Unis d'Amérique, contre Israël, contre l'Europe. Désormais, la réarabisation de la question palestinienne se fait non seulement avec, mais aussi à la demande d'Israël, à la demande des Américains, à la demande de certains pays européens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les Palestiniens ne sont pas aptes
pour avoir un État. Les Palestiniens ne sont pas aptes, ne sont pas suffisamment mûrs pour se gérer eux-mêmes. L'autorité palestinienne a échoué. Mahmoud Abbas a perdu toutes les crédibilités. Aujourd'hui, il est temps, c'est la volonté de la communauté internationale, et notamment Israël, que les pays comme par exemple les Émirats, sinon l'Arabie saoudite, avec l'Égypte et la Jordanie, forment une petite armée avec un gouvernement arabe pour gérer le territoire palestinien qui reste. Et de cette façon-là, il n'y aura plus jamais un État palestinien. Merci beaucoup Adel Bakawan. Désolé Bélir, ça va être le mot de la fin de cette première partie. Adel Bakawan, merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, EISMENA. Merci à vous.